Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Lumière Intérieure. Nous accueillons cette semaine un des gauchers les plus célèbres de l'Hexagone, un homme qui durant plus de 15 ans a porté très haut les couleurs du tennis français, multiple finaliste du tournoi du Grand Chelem, vainqueur de la Coupe Davis avec l'équipe de France. Il commente désormais les grands tournois du tennis mondial. Henri Lecomte est notre invité ce soir. Bonsoir Henri Lecomte. Bonsoir. Alors, vous avez fait vos adieux à la compétition officielle il y a plus de 20 ans maintenant, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous avez quitté le milieu du tennis parce que vous êtes président d'un club, du club de Levallois. Oui. Vous commentez pour Eurosport plusieurs tournois du Grand Chelem, dont l'US Open qui vient de se terminer, Roland Garros qui va débuter le 21 septembre. Alors, j'aimerais qu'on vienne d'abord sur l'US Open. Vous étiez de ceux qui pensaient qu'il ne fallait pas que ce tournoi ait lieu, parce que c'est un tournoi, on le rappelle, qui a lieu dans une bulle complète, sans public, avec des normes de sécurité sanitaire drastiques. Oui, parce que j'estime que le tennis, n'importe quel sport, doit se pratiquer avec du public. Moi, je pense que, d'ailleurs, on a pu voir à l'US Open tout ce qui a pu se passer, tous ces changements d'organisation, toutes les conditions sanitaires drastiques qui ont été terribles. Et je pense qu'arrivé à un certain moment, lorsqu'on ne peut pas organiser un événement dans les meilleures conditions possibles, il fallait arrêter. Après, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, malheureusement. Il y a d'autres aspects, notamment financiers, on imagine bien. Après, des joueurs sans compétition pendant plusieurs mois, c'est aussi compliqué, j'imagine, à gérer en termes de conditions physiques. C'est-à-dire que Wimbledon a été annulé. C'était le premier tournoi de la saison. Vous savez pourquoi il a été annulé? Parce que c'était le seul qui avait une assurance contre... D'accord. C'est-à-dire qu'il faut... Voilà, contre l'annulation. Annulation, et c'était le seul qui a tout de suite dit on annule pour ne pas engendrer des conséquences qui seraient énormes, et notamment financières, parce qu'il y a aussi les droits de télévision, de retransmission qui sont très très importants. Alors Roland Garros, les organisateurs ont pris la décision de reculer ce tournoi, il s'ouvre le 21 septembre. Vous pensez que là, les conditions de jeu vont être différentes ? Sincèrement, je pense que la Fédération française de tennis a fait une très bonne chose de tout de suite statuer pour différer Roland Garros et qu'il ait lieu, bien sûr, dans les 15 jours qui suivent. Les conditions vont être différentes, il va faire plus frais. On a la chance d'avoir un toit aujourd'hui et de pouvoir jouer dans... C'est un beau stade, on a un stade magnifique. On a un stade exceptionnel, d'une beauté extraordinaire. Il va y avoir la lumière sur tous les cours. Et puis, ce que l'on souhaite, c'est qu'il va y avoir un petit peu de public. Mais ça semble aussi un petit peu compliqué de pouvoir gérer tout ça, parce que mettre en phase l'organisation d'une telle manifestation est très compliqué. Donc, pour les raisons aussi sanitaires, mais pour moi, Roland Garros, il faut qu'il y ait du public, il faut qu'il y ait du monde. Moi, je ne pourrais pas imaginer jouer aujourd'hui sans public. Pourtant, il y a d'autres grandes compétitions, je pense au foot notamment, qui se jouent sans public. Vous déplorez vraiment, vous dites, c'est pas la même chose. Le public, on sent que le public a pour vous une importance majeure. Ce qui est très important, c'est un match de football, ça dure que 90 minutes. Ouais. Ça ne dure pas 15 jours. Et il n'y a pas autant de matchs dans une journée. C'est-à-dire que c'est comme si, la Coupe du Monde par exemple, si on devait organiser la Coupe du Monde à huis clos, ou les Jeux Olympiques. On est bien d'accord. C'est que, du coup, le public pour vous, quelle importance? Le public pour moi, je suis un showman. J'adore le public parce que je l'utilise. Alors parfois, ils sont un peu contre moi, parce que je suis quelqu'un qui est très extraverti, qui adore communiquer, qui adore faire passer ma passion avec le public. C'est ma famille. Quand je joue bien, je suis heureux, je partage avec eux. Quand je joue mal, je dis aidez-moi, parce que j'ai besoin de vous. C'est une force intérieure que j'ai, très importante, mentale, parce que il faut savoir aussi accepter la compétition et accepter aussi le combat. Donc, moi, j'ai toujours été comme ça. Pourquoi? Parce que j'étais d'une génération des années fin 70, 80, début 80, où on avait des showman. Moi, j'ai commencé à jouer avec Ilie Nastase, des Connors. C'était des sacrés showman, des sacrés caractères. Il n'y a plus cette forme-là de joueur, ce type de tempérament sur les cours de tennis aujourd'hui? C'est beaucoup plus lisse? Je ne dirais pas ça. C'est pas beaucoup plus lisse. C'est
à cause de certains joueurs, peut-être même moi par moment, il y a eu un règlement qui s'est complètement, qui est devenu très strict. Donc on a voulu tenir un petit peu ces personnes avec ces fortes personnalités. Je ne dirais pas qu'on n'a pas de personnalité sur le circuit aujourd'hui. Ils sont plus, ils se tempèrent. Un peu plus aseptisés. On a pu voir, d'ailleurs à l'US Open, quelque chose qui s'est passé, mais le règlement s'est un petit peu assoupli. Parce qu'ils se sont dit, on a aussi besoin de caractère, de joueurs qui s'expriment un petit peu, de joueurs qui peuvent aussi démontrer... Vous disiez, c'est du show. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des choses qui se passent au-delà de la qualité sportive du match. Il faut aussi que les joueurs... Enfin, voilà, ils ont des fans. Vous avez des fans. Vous êtes au-delà d'un sportif de haut niveau. Il y a une forme de starification quand même du joueur de tennis, surtout à votre niveau. Bien sûr, on imagine bien. Ça a commencé dans les années 80. Le premier qui a été vraiment la plus grande star, ça a été Björn Borg. C'était l'époque où ça a été vraiment la star plus que tout au monde. Mais aujourd'hui, bien sûr, avec les réseaux sociaux, on peut fabriquer une image aussi. Mais ce qui est très important, c'est sortir sa propre image, ce que l'on a au fond de soi, dans son cœur, dans son âme, ce que l'on peut ressortir. Être assez vrai quand même. Il faut être vrai. On n'a pas le choix. Vous savez, on peut se perdre. Moi, je me suis perdu à un certain moment de ma carrière. L'entourage est très important. Ça peut vous faire prendre de bonnes décisions comme de mauvaises, mais c'est à vous aussi d'assumer ces décisions-là. Et je crois que c'est très important de savoir où on se positionne. Revenir à soi, systématiquement, que ce soit dans la gloire ou la défaite, c'est essentiel. Savoir se retrouver ses racines, vous parliez de l'entourage, vous parliez des choses que vous avez vécues en tant que joueur de haut niveau. La gloire, la défaite, ça peut être de sacrés écueils ça peut être terrible. Ça peut être terrible. On apprend plus d'une défaite que d'une victoire. Une victoire est très éphémère. Une défaite, on la garde, elle mûrit après en vous, elle peut vous tuer comme elle peut vous faire grandir. Et après, pour pouvoir dépasser cela, il faut aller encore plus loin au fond de soi pour enlever ces blocages qui viennent du passé, en fin de compte, que l'on a depuis un certain moment. Donc il y a un travail d'introspection à faire. C'est ce que disait Djokovic, qui vient d'être exclu du tournoi de l'US Open, là, pour un geste malencontreux, maladroit, mais qui a blessé une juge de ligne. Il disait, il faut que je travaille sur moi-même. Vous l'avez fait, ce travail personnel, cette introspection? Parce que vous parlez des défaites, on pense forcément à 88, finale du tournoi de Roland-Garros, vous perdez face à Mats Wilander, vous êtes chez vous, et puis on sent toute l'amertume de l'homme qui s'est battu pendant une quinzaine de jours et qui achève cette finale au Roland-Garros sur une défaite. Vous en avez tiré quoi de cette défaite cuisante, douloureuse? Elle est toujours là, hein. Elle est toujours là parce que chaque année, quand je reviens à Roland-Garros, j'ai raté la dernière marche. J'aurais préféré perdre en demi-finale, à la limite. Parce que c'est terrible. Alors bien sûr que j'ai travaillé sur moi-même pour accepter, puisque il n'a pas eu que Roland-Garros, il y a eu après toute une année, une catastrophe, parce que lorsqu'on fait quelque chose, on va jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous avez plongé jusqu'au bout. J'ai plongé pour mieux rebondir. Après, j'ai fait un travail déjà un petit peu sur moi-même, ce qui m'a permis de pouvoir gagner la Coupe Davis 91, d'accepter ce côté... Vous étiez au fin fond du classement en 91, et Yannick Noah vient vous chercher, vous prend par la main et vous dit « Je crois en toi », en fait, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, et puis surtout, je venais d'une opération du dos, la 3e. Donc hernie discale, 2 mois et demi avant, il me dit Yannick, Henri, on a besoin de toi, tu dois jouer en double avec Guy, vous n'avez pas perdu un match de Coupe Davis, et avec toi, on peut essayer de gagner la Coupe Davis. Ok, et là, je suis parti. Et j'ai fait déjà un énorme travail sur moi-même. Je me suis reconstruit. C'est-à-dire construit, mais différemment. J'ai accepté tout ce qui a pu être du passé pour venir encore plus fort au présent et au futur. De pouvoir progresser avec moi-même, de pouvoir aller chercher cette puissance que l'on a en nous. Comme je l'ai dit au départ, on apprend plus d'une défaite que d'une victoire. Donc cette défaite m'a permis aussi de voir des choses totalement différentes de ce que j'ai pu vivre au moment de 88. Je me suis dit, mais tiens, j'ai dit, le bon Dieu me donne une deuxième chance. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois y aller en ayant peur, en disant, je vais essayer de faire ce que je peux, ou alors je veux reconstruire quelque chose et marquer l'histoire? Et je vous en parle encore maintenant, j'ai des frissons tellement ça me rappelle de bons souvenirs. Pourquoi? Parce que je suis allé chercher au fond de moi, très loin, la puissance, la force que l'on a, mais on ne sait pas si on ne le travaille pas.
et aujourd'hui encore plus, je le travaille avec Maya, sont des choses qui sont tellement importantes, tellement vraies, tellement fortes, parce qu'on arrive à se dépasser. Et quand on arrive à rentrer dans une zone, pourquoi on voit des joueurs de tennis, on voit des sportifs de haut niveau, on voit des personnes qui sont toujours plus haut dans une zone qu'ils arrivent à voir, à analyser, à être en avance un petit peu sur le temps. Et bien moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai joué ce match de Coupe Davis contre Sampras. C'est un état de grâce. Oui, c'est un état de grâce qui vous permet de pouvoir voir votre vie un peu sur le trottoir d'en face. C'est-à-dire que vous vous voyez, mais vous savez exactement ce qui va se passer. Et vous êtes serein, et vous êtes bien, et vous êtes heureux, et vous êtes surtout d'une zénitude qui est incroyable. Donc il faut la trouver, cette zone. Ça m'est arrivé de la voir plusieurs fois dans ma carrière, mais quand on est des joueurs comme Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, c'est pas anodin ce qu'il a dit quand il a eu ce problème Novak Djokovic à l'US Open. À l'US Open, il a accepté. À la source de son éviction, de son exclusion. Oui. Il a fait amende honorable. Amende honorable, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'on fait ce genre de choses, ça peut arriver, on est un être humain, il ne le fait pas exprès. Disqualifié. Il ne va pas accuser le règlement ou l'ATP ou les Américains en disant « ouais, c'est un scandale ». Non, il va dire « je vais travailler, oui, je l'accepte, il faut que je travaille sur moi-même ». C'est quelqu'un qui travaille tous les jours pour pouvoir être meilleur, pour pouvoir être plus fort, pour pouvoir accepter les différents problèmes, différentes sources qui peuvent arriver extérieures pour pouvoir encore être un monument, un monstre du tennis. Et lui, il dit non seulement un meilleur sportif, mais un meilleur être humain. Ça vous a changé, vous, tout ce travail d'introspection que vous avez fait durant votre carrière? Ça a changé l'homme que vous êtes? Attendez, durant ma carrière, si j'avais pu rencontrer Maya et travailler comme j'ai travaillé aujourd'hui sur moi-même, j'aurais été 10 fois plus fort. C'est que là, on pêche encore. Le problème, on en a un petit peu discuté, c'est qu'en France, c'est un peu tabou de parler sur le mental, de parler, de pouvoir être encore beaucoup plus fort, beaucoup plus honnête avec soi-même, en fin de compte. D'accepter le fait qu'on est peut-être moins fort que les autres, mais qu'on peut progresser sur soi-même avec la force mentale. Nous, on ne travaille pas, dans aucune fédération, ils travaillent sur certaines, peut-être, mais nous, la Fédération française de tennis, ne travaille pas sur le mental. Elle n'accepte pas le fait que nous pouvons travailler là-dessus pour devenir encore plus fort. Des blessures viennent du passé quand on se blesse très souvent. On a, par exemple, Pinot qui a fait le Tour de France, qui se blesse souvent dans les manifestations très importantes. Pourquoi? Parce que c'est un stress, c'est un blocage du passé qui vous met le corps, dit la peur. Mental, le corps dit au cerveau... Je ne veux pas. Je me mets en stress, donc automatiquement on se blesse. Et ça, on doit le travailler. Et ça, on ne travaille pas assez, et ça, vous l'avez fait. Aujourd'hui, vous l'avez commencé à faire de façon un peu artisanale entre 88 et 91, oui, pour arriver, voilà, vous tout seul. Tout seul. Et aujourd'hui, vous dites, on pêche un peu de ce côté-là en France. On ne travaille pas assez sur le mental, sur la dimension psychologique, on n'aide pas assez les jeunes. C'est une question qui pourrait diffuser dans l'ensemble de la société française. On peut parler des élèves, des enfants... de l'éducation en général. C'est tabou. C'était tabou de parler avant d'autre chose. Mais aujourd'hui, je crois que, j'en suis sûr, il faut vraiment qu'on travaille dessus pour nos enfants, que ça soit dans le monde de sport, mais à l'école aussi. On a des propres enfants. Moi j'ai mon fils, par exemple, il a du mal à communiquer, il a du mal à... Bon, c'est pas facile avec un père comme moi, mais... donc on parle beaucoup avec lui. Vous savez, moi, je suis d'une génération où, avec mes parents, on ne parlait pas beaucoup. Hein. Tout va bien, je vais bien, tout va bien, la méthode Coué, on fonce. T'as pas de souci. Aujourd'hui, on est dans une génération où on peut tout avoir facilement. Et si on ne l'a pas, c'est pas normal. Mais à part ça, il y a l'éducation. On parle des enfants qui sont plus ou moins, qui arrivent, ils ont des réactions différentes, mais... Le plus important, c'est l'éducation au départ, c'est les parents qui... C'est ce qu'on inculque à nos enfants, c'est ce qu'on leur transmet. On le transmet, c'est une transmission. Et ça, c'est important. Et je pense que, sincèrement, en France, on ne travaille pas assez ça. On ne travaille pas assez le mental, parce que c'est la chose la plus importante. On peut avoir une personne qui peut-être physiquement... Moi, j'en ai gagné des matchs où physiquement, j'étais beaucoup moins fort. Mais mentalement, j'étais un monstre. Et ça, c'est important. La combinaison des deux, on imagine que c'est détonnant.
Henri Lecomte, on arrive à la fin de cette première partie. Je vais vous laisser seul en plateau. Le principe de l'émission, c'est que là, je vous abandonne, entre guillemets, pendant, voilà, pendant une petite trentaine de minutes. Mais je ne serai pas loin. Je vais vous donner des mots à commenter. Je vous laisserai commenter ces mots, ce qui font résonner en vous. Voilà, quelles sont les idées qui vous naissent dans votre esprit quand vous lisez ces mots. À tout de suite. Merci. Alors, le principe de cette deuxième partie, c'est que je vais vous proposer différents mots et à charge pour vous de faire résonner ces mots, de me dire ce qu'ils vous inspirent. Alors, le premier mot d'entre eux, de tous ces mots, c'est terre. Terre. Ben, ce mot terre, c'est l'ancrage pour moi. C'est la terre où l'on vit, la terre battue, parce que c'est quand même un endroit où j'ai vécu des moments extraordinaires, et c'est surtout la maison. Voilà, c'est quelque chose de, c'est un mot et un endroit qui me rassure aussi. Comme je l'expliquais au départ, on est ancré, on est au sol. C'est très important d'avoir les pieds sur terre, ce qui n'a pas été souvent le cas pour moi au début, parce que je suis un peu quelqu'un de, dans ma jeunesse et lorsque je jouais, d'extravagant, qui prenait énormément de risques, donc qui volait, qui était un petit peu au-dessus de la terre. Voilà, c'est terre. Très beau. La terre, c'est les racines aussi. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes aujourd'hui bien entouré, que vous ne l'avez pas toujours été. C'est important d'avoir des gens qui vous regardent avec bienveillance autour de vous quand vous êtes un sportif de haut niveau, que vous gagnez ou que vous perdez, et que du coup, ben, y a un désamour, un amour un peu artificiel qui se crée. Oui, l'entourage est très important. On peut aller dans une direction et après une autre. Comme vous l'avez dit, les racines sont importantes. On vient sur Terre avec des choses parfois qui ne nous appartiennent pas. On vient parce que tout est... le départ est fait, c'est votre famille, c'est votre éducation, c'est vos racines, et ensuite, eh bien, vous faites votre propre vie. Et je crois que le début est important. C'est comme si on construit une maison, si les fondations ne sont pas bonnes, si on construit une maison, automatiquement ça s'effrite, ça casse, ça s'effondre. Et c'est pour ça que terre, racines, très important, parce que on revient toujours à nos racines, on revient toujours à ces moments qui sont tellement importants pour nous rassurer, parce qu'on arrive, parfois, on va dans une direction qui fait peur. Donc, d'être ancré, d'être bien dans sa tête et bien dans son corps, peut vous permettre et vous permettra d'aller très loin. Terre, c'est aussi être à terre. Vous l'avez été à plusieurs reprises dans votre carrière, aussi bien pour des raisons opérations, blessures, ou tout d'un coup, vous le disiez, après 88, vous plongez parce que vous êtes opéré à plusieurs reprises du dos, vous êtes... voilà. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'aspect physique, il y a l'aspect aussi moral, il y a l'aspect aussi prendre de bonnes ou mauvaises décisions, savoir rebondir. La terre aussi, c'est quelque chose qui vous rassure. C'est rassurant. Les choses qui sont éphémères, bien sûr qu'on voudrait le toucher, on voudrait l'avoir, mais quand c'est éphémère, ça passe, c'est comme une comète. On pourrait faire quelque chose, mais on voudrait marquer. Et le fait d'avoir, comme on dit, les pieds sur terre, d'être bien, d'être ancré, vous permet de durer. Vous êtes un homme qui a les pieds sur terre? Aujourd'hui, oui. Je suis un homme qui a les pieds sur terre, qui réalise de la chance que j'ai d'être ici, d'être comme je suis et de partager ma vie avec une femme extraordinaire et avec mes enfants, avec les gens qui m'entourent et les vraies personnes. Je crois que c'est ça surtout qui est important, c'est de savoir avec qui on est et avoir envie d'aller encore plus loin parce que j'ai eu une première vie jusqu'à 50 ans, là j'ai une deuxième vie. Et parfois c'est difficile, parfois c'est dur, parfois c'est douloureux,
parce qu'il faut assumer les différentes décisions, différentes choses qu'on a pu faire par le passé, parce qu'on ne peut pas oublier son passé, mais on peut avancer. Et c'est avec ces erreurs qu'on arrive à progresser. Mais ma deuxième vie me plaît. Vous avez des regrets? Vous parlez de votre première vie, vous avez des regrets par rapport à cette première vie? Oui, on a toujours des regrets. Il ne faut pas les cacher, il ne faut pas les oublier, on ne peut pas occulter. Bah oui, ma finale de Roland-Garros, c'est un regret, c'est terrible. Après, des décisions prises ou pas, je pense que ça, c'est autre chose. C'est quelque chose qui nous appartient, ça c'est du passé. Et le passé, on ne peut pas vivre dans le passé, il faut vivre dans le présent et le futur. On veut construire l'avenir, on veut faire, on veut grandir. Moi, je voudrais grandir mentalement, spirituellement, et j'ai beaucoup appris déjà. Et je voudrais aussi transmettre, retransmettre. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est important, que certainement, dans ma première vie, je ne comprenais pas. Parce que ayant arrêté mes études très tôt, je pensais que je n'étais pas capable de pouvoir être aussi fort. J'avais besoin d'être rassuré et de me dire bah non, tu n'as pas fait d'études, donc tu ne vas pas être capable de pouvoir t'exprimer. Donc j'ai fait beaucoup de travail là-dessus, beaucoup d'humilité aussi, d'abnégation, de beaucoup de force. Et surtout, ça on ne peut pas me l'enlever, de sincérité. Moi je suis honnête, je dis la vérité, je ne cache pas les choses parce que ça se voit de toute façon. Et puis tu souffres trop, et je ne veux plus souffrir. J'ai trop souffert avant, trop souffert pour beaucoup de choses, pour le fait de partager, le fait de vouloir être aimé. Pourquoi vouloir être aimé? C'est important de vouloir être aimé, mais il faut aller le chercher. Pourquoi? C'est un certain mal-être, c'est une certaine réflexion sur soi-même que l'on a, qui ne nous appartient pas au départ, parce qu'on arrive sur Terre, on arrive avec un petit bagage, mais on ne le sait pas. Et ben, il faut aller au-delà de ce moment-là. Et là, j'ai appris à le comprendre, à le cerner, et j'essaie de progresser tous les jours. C'est pour ça que ma deuxième vie, je l'adore. On le sent. On sent que vous êtes un homme serein aujourd'hui. Oui, beaucoup plus. On va passer au deuxième mot, gaucher. Ah! Gaucher. Quand j'étais dans une certaine époque, on était gaucher, il ne fallait pas être gaucher. On n'avait pas le droit d'être gaucher, il fallait être droitier. Donc heureusement, je suis arrivé dans une génération des années 70, je suis né en 63, puis après 70, quand j'ai commencé vraiment à jouer au tennis. C'est un avantage. Vitesse de réaction, un jeu atypique, une philosophie, une vision de la vie qui est totalement différente, l'intuition. Je pense qu'on a une intuition un peu parfois décuplée. Et puis après, il y a d'autres personnes comme Rafael Nadal qui est droitier et son oncle l'a fait jouer en gaucher. Pourquoi? Parce que c'est un avantage. Parce que c'est pas, au tennis, c'est quelque chose qui peut être dérangeant. Et il l'a bien prouvé puisque 12 fois Roland-Garros, il a une carrière exceptionnelle. Mais gaucher aussi veut dire, si on prend le mot et on l'enlève un peu, on dit que tu es gauche, on dit que tu es maladroit aussi. On dit que tu es... je pense que par moment, je ne pense pas, je suis sûr que c'est quelque chose de différent. On est un peu hors du commun, on écrit différemment. Moi j'écris comme ça, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites pour les gauchers. Mais c'est beau ça, j'adore, parce qu'on est différent, on est atypique, on est peut-être un peu artiste. Par moment, je ne veux pas dire que les droitiers sont artistes, bien sûr qu'ils le sont, mais nous, on a parfois des visions un petit peu différentes. D'une difficulté, au départ, on peut faire un atout si on travaille dessus, mais forcément, ça rejoint la question du mental. Oui, parce que le mental est souvent, les gauchers, on a pu voir dans notre sport, on a eu des McEnroe, des Connors, des Guillermo Vilas, des joueurs, Rafael Nadal, qui ont toujours marqué leur génération parce qu'ils étaient aussi différents.
différents parce qu'ils ont une façon de voir les choses qui vous permettent de dire, bah, alors eux, ils sont un peu, ou on dit, ils sont un peu tarés, un peu zinzin, mais c'est pas ça, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses. Moi, par exemple, je suis très fort en tout ce qui est intuitif, l'intuition. Il y a des choses que je fais, vous me dites, on n'a pas besoin d'être gaucher pour voir ça, mais c'est une approche différente. On le sent, on ne sait pas pourquoi. On a une vision qui est différente. Pourquoi? Parce que le cerveau est croisé, une vitesse de réaction. Je ne sais pas, parce que je ne suis pas droitier, mais à chaque fois qu'on voit un gaucher, on sent qu'il y a un truc de différent, quoi. Gaucher, vos enfants, c'est quelque chose qui est héréditaire ou c'est quelque chose... vous avez des gauchers dans votre famille? Vous avez des enfants qui sont gauchers? Oui, j'ai mon fils qui est gaucher, Ulysse, qui a 15 ans, qui est gaucher, qui a la petite patte gauche. Il joue pas mal au tennis, mais ça, on ne va pas faire un champion. Après, j'ai ma sœur, Frédéric, qui a 5 ans de plus que moi, qui est gauchère, qui jouait très très bien au tennis aussi. Donc on a eu des gauchers dans la famille. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on ne vous a jamais mis sur la sellette à cause du fait d'être gaucher. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été traumatisés par, justement, à l'école. On leur a dit, il faut écrire de la main droite, t'es gaucher. Le terme gaucher, vous l'avez dit très justement, ça. Voilà, le terme lui-même dit bien tout ce qu'on pense, gauche, gaucher. C'est plus le cas aujourd'hui, on est bien d'accord. Bien sûr, et tant mieux, parce qu'il est vrai qu'à l'époque, certaines générations, il ne fallait pas être gaucher, quoi. Mais vous avez été bien entouré. J'ai l'impression que vous, aussi bien vos profs que votre famille, personne ne s'est inquiété de cette disposition-là. Non, parce que sincèrement, c'était une qualité. Pourquoi, lorsqu'on est différent des autres, on doit être reproché de faire ou d'aller dans certaines directions? Au contraire, ça doit être une qualité. Faut bien comprendre une chose, c'est lorsqu'on est différent, il faut le prendre du côté positif. Il ne faut pas le prendre du côté négatif. Alors c'est facile de le dire maintenant à 57 ans. Bien sûr que c'est compliqué au départ parce qu'on voudrait être aimé par tout le monde quand on est gamin. Vous savez très bien que les études, l'école, quand du petit, de la primaire jusqu'au collège, c'est hard. Hein. On ne se fait pas de cadeaux, hein, mais on l'oublie ça. Alors, certaines personnes ne l'oublient pas parce qu'il y a eu des traumatismes qui ont été énormes. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, heureusement, on n'est pas rentré dans cette direction-là. On n'a pas accentué le fait de reprocher à un enfant. Bien sûr qu'il y a d'autres choses qui sont terribles aussi. Ce n'est pas le fait d'être de gaucher, mais d'autres choses. C'est pour ça que le fait de parler à ses enfants est très important et de ne pas aller trop vite, de ne pas aller tout de suite reprocher, mais au contraire de se demander pourquoi c'est arrivé. Et donc, aujourd'hui, gaucher, c'est une qualité. Et je pense que dans d'autres domaines, ça doit être une qualité, de sortir plus fort, utiliser. Utiliser sa différence pour être plus fort. On va passer au troisième mot, c'est rebond. Rebondir. Rebond, comme la balle, prend la balle, elle rebondit. Un rebond, on peut rebondir d'un bon côté comme du mauvais côté. Rebond, c'est fort, c'est un mot fort parce que il faut l'accepter. Il faut accepter qu'on puisse faire des erreurs, que l'on puisse rebondir et faire abstraction de ce qui s'est passé tout en étant conscient. C'est-à-dire que le passé était là, mais ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc, rebond, c'est grandir, c'est être plus fort, c'est agir, voilà. C'est d'aller du côté positif, pas du côté négatif. Mais il peut aller dans les deux sens. Donc il faut faire attention, il faut être suffisamment fort, suffisamment honnête avec soi-même et affronter, quoi. C'est aussi ne pas se laisser aller
savoir rebondir, c'est se donner l'impulsion nécessaire pour remonter vers le haut. C'est facile de se laisser aller quand on est un sportif de haut niveau, qu'on a connu la gloire, puis qu'on a connu l'échec, qu'on a connu des blessures physiques. Laisser tomber, baisser les bras, ça vous a traversé l'esprit? Bien sûr. J'ai même, pour vous dire une chose, traverser l'esprit, mais aller même au-delà. Quand on est mal, quand on part dans une direction qui n'est pas bonne, où on fait de la compensation, que ce soit sur la nourriture, que ce soit sur d'autres choses, même d'aller très loin, même de partir, de pouvoir se dire je ne supporte pas. Bien sûr, je suis honnête, j'ai eu ces moments-là, ces moments de perdition. Et je crois que, j'en suis sûr, il faut aller il faut toucher le fond pour mieux rebondir. Et on apprend sur soi-même, on apprend sur sa force, on apprend sur les autres, on apprend sur le fait de pouvoir être honnête, de pouvoir être fort, ou de pouvoir ou de ne pas l'accepter. Et ça, c'est... Vous savez, chacun a sa propre personnalité, chacun a sa propre vision de sa vie, et si l'on veut rebondir, c'est parce qu'on a de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition, il faut avoir de la force. Et cette force-là, quand on était sportif de haut niveau, quand on a été grand chef d'entreprise, quand on a été dans n'importe quel domaine, on connaît, on sait, on apprend vraiment à connaître ses limites, ce que l'on peut faire et ne pas faire. Et rebondir, c'est ça, c'est vraiment de se connaître soi. Et parfois, on doit aller loin. Et malheureusement, il y a des gens, des personnes qui n'arrivent pas parce que c'est trop dur, ils sont trop faibles et ils vont rester dans leur mal-être, dans cet enfer qui vous emmène vers le bas, qui vous attire vers le bas, cette spirale qui vous fait ou aller monter ou descendre. Et parfois, comme je dis, faut mieux, quand on touche le fond, on rebondit, mais d'autres personnes ne le font pas, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne veulent pas enlever toute cette force négative qu'ils ont en eux. Quand vous parlez du fond, vous avez dit « je me suis perdu, j'ai touché le fond ». Ça se réfère à quelle période de votre vie, à quel épisode? Pas très loin après ma carrière. Quand j'ai arrêté en 96, j'ai eu une période un petit peu difficile où tout n'allait pas, où on perd tout, que ce soit même financière, que ce soit toutes les personnes qu'on a pu rencontrer. C'était une période très très difficile de ma vie, où on pensait être aidé et en fin de compte on vous a détruit. Aussi, j'en suis conscient parce que j'ai fait des mauvais choix. Après, il y a des personnes que l'on rencontre qu'on croit qui sont honnêtes, et malheureusement ce n'est pas le cas. Et puis après, on part dans une direction qui n'est pas la bonne. Des addictions, l'alcool, grâce à Dieu, je n'ai pas touché à la drogue ni rien, parce que ça je suis contre, mais à 2000%. Mais c'était une période difficile, donc on est là, on se dit qu'est-ce qui va se passer? Comment on va arriver à rebondir? Et puis tout d'un coup, le combattant, le gagnant, le Henri Lecomte qui a gagné la Coupe Davis, rebondit et il devient encore plus fort parce qu'on l'a vécu, et c'est pas malsain et c'est pas grave de le dire, c'est d'être honnête avec soi-même. Mais toute personne, vous le savez, dans tous les domaines, que ce soit des acteurs, que ce soit des sportifs, que ce soit des businessmen, que ce soit des gens qui... on a tous des périodes un petit peu parfois difficiles. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un homme il me manque tellement, c'est M. Jean-Luc Lagardère, qui m'a toujours expliqué un jour, c'est comme mon père spirituel, mon deuxième père, il me dit « Tu crois qu'Henri, j'ai eu la cuillère en argent tous les jours ?» Non, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, comme toi. Mais des bas, mais j'ai su apprendre et rebondir. Et c'est ça qui est important, c'est de se connaître, vraiment. Je pense que les gens ne peuvent pas imaginer comment c'est difficile et dur et honnête d'être
d'être comme ça et de se comprendre et de se dire, bah oui, pas se cacher. Pourquoi se cacher? Pourquoi dire non, ça m'est pas arrivé? Bien sûr, et c'est pas grave. Le principal, c'est de se dire que là, au fond de ton cœur et dans tes tripes, oui, bah oui, ça m'est arrivé. Oui, mais aujourd'hui, c'est quelque chose, j'en suis fier, je suis fort, et ça m'a fait grandir. Et j'ai rebondi. Merci pour ce témoignage, parce que je pense que ça peut édifier pas mal de gens, jeunes ou moins jeunes. On va passer au dernier mot. Alors, c'est Dieu. Je sais que vous ne souhaitez pas parler de religion, ou en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Mais Dieu, on peut en parler, parce que... C'est un beau mot, Dieu. On peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Dieu, je crois en Dieu, mais à ma façon. J'ai une éducation catholique avec ma mère qui est très pratiquante. Il faut croire en quelque chose. Dieu, on a un Dieu, on est des dieux. Quand on gagne en 91, on est des dieux. On est incroyable. On vole, on marche sur... Voilà, on est dans la zone, on est là, on est intouchable. Après cela, c'est quelque chose de très personnel. Pour ma part, j'ai ma façon de voir Dieu. Alors évidemment, c'est quelque chose que, pour en parler, on est très... on l'utilise quand on en a besoin, quoi. On dit merci, voilà. Mais je crois que après cela, c'est vraiment quelque chose qui est en vous, et c'est pas si simple de pouvoir l'expliquer. Toute religion confondue, je respecte, mais ça vous permet aussi d'avancer. Et on a tous besoin d'un Dieu. Moi, un Dieu, mes dieux aussi. Ça a été Borg, ça a été Connors, McEnroe. C'était Nastase, ça a été mon père. Ça aide d'avoir cette foi, qui est votre foi personnelle, qui est votre chemin qui n'appartient qu'à vous, mais d'avoir cette conviction ancrée en vous que Dieu existe. Oui. Oui, parce que c'est important. C'est important, on a besoin d'avoir aussi une référence, on a besoin aussi d'avoir quelqu'un qui soit que l'on peut toucher ou qui soit ailleurs. On a besoin de ça. On a besoin parce qu'on n'est pas là sur Terre simplement à être là. Voilà, tu viens sur Terre et tu es un être humain. Non, on a nos propres forces, on a nos propres envies, notre propre direction. Et par moments, c'est vrai qu'on vous dirige d'aller dans une direction. Après c'est à vous. Hein. Je pense que le fait de pouvoir se connaître encore mieux vous permet d'aller encore plus loin et d'être encore plus fort. Et après, vos convictions, ça ne vous appartient qu'à vous. On ne fait pas ça pour Pierre-Paul Jacques, on fait pour soi. C'est amusant parce que je n'ai jamais vraiment parlé de ça et ça me fait vraiment du bien. Vous avez beaucoup parlé dans votre vocabulaire, dans vos phrases, il y a quand même beaucoup de références, alors d'interjection Dieu, quand Yannick Noah vient vous chercher et vous dites « Dieu me donne une deuxième chance ». C'est vraiment ce qui vous a traversé la tête quand Noah est venu vous chercher pour jouer la Coupe Davis en 91? Pour être franc avec vous, Dieu, c'était vraiment Dieu. Dieu m'a donné une deuxième chance, oui. Et Yannick l'a ressenti parce qu'il savait que j'étais capable de faire une chose incroyable. Parce que il sentait que, de toute façon, j'ai la mentalité de plus un sport collectif qu'un sport individuel. Donc pour moi, le fait de pouvoir jouer la Coupe Davis, il savait que j'aurais pu déplacer des montagnes. Et j'aurais aussi fait l'effort de mettre mon ego de côté, parce qu'on avait quand même 3 personnalités, notamment une, Yannick Noah, Henri Lecomte, ces deux-là, déjà, pas facile, et Guy, qui était plus introverti, mais qui avait aussi sa propre personnalité, et de pouvoir tous s'arranger pour pouvoir gagner et marquer l'histoire. Et Yannick le sentait.
Yannick, il le dit d'ailleurs, vous savez, quand on dit à Henri qu'on l'aime, il peut tout casser. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est ce que j'ai ressenti ce jour-là. Et quand j'ai regardé, quand j'ai fait le jour où Yannick me dit à l'hôtel à Lyon, il me dit, écoute, tu vas jouer en simple. Je lui dis, je sais. Tu vas jouer en simple. Je dis, je sais, oui. Non, mais c'est pas le double, tu vas jouer en simple. Je dis, oui, je sais. Après, je suis allé dans ma chambre et j'ai remercié Dieu. Je dis, merci de me donner une deuxième chance. Merci, mais aussi, je l'ai provoqué. J'ai travaillé. J'ai travaillé mentalement, travaillé physiquement. J'ai fait aussi, j'ai cloisonné, c'est-à-dire que j'ai mis dans mon cerveau tout le passé, toutes les choses qui ont été négatives pour redevenir des choses positives. C'est ça qui est important. Et voilà. Vous pourriez faire vôtre cette devise « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, parce que lorsque l'on donne son maximum, lorsque l'on est aussi honnête avec soi-même et avec les autres, et qu'on travaille, et que rien vous restez vraiment dans votre direction, on provoque la chance. Vous savez, les gens, ils disent « Oh, il a de la chance ». Non, non, non. La chance, elle ne vient pas comme ça. La chance, on l'a modelée, on la travaille, on la met en place, on la façonne. Voilà, merci beaucoup. On la façonne, on la met, à ce moment-là, on dit, voilà, il le faut que, si jamais il y a quelque chose, la chance, elle va arriver et elle va tourner de mon côté. Oui, mais parce qu'on a travaillé des heures et des heures, parce qu'on n'a pas lâché. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Ah oui, il y a la chance du loto. Il y a la chance, bah oui, ça c'est une chance, mais sur combien c'est pas parce qu'on travaille qu'on va tout d'un coup avoir le loto et gagner l'euro million. Non, ça c'est autre chose. La chance du débutant. Mais la vraie chance, celle que l'on travaille, celle que l'on a envie, celle que l'on façonne, celle que l'on recherche, il n'y a que le boulot et que le travail. Et il n'y a que la force mentale. Vous parlez souvent de mental. On sent que ça vous a... C'est quelque chose qui compte. C'est essentiel dans la vie de tous les jours et dans la vie du sportif que vous avez été. Alors, dans la vie de tous les jours, oui, aujourd'hui, parce que j'en prends conscience. Parce que ça m'a tellement été reproché pendant des années qu'on disait qu'Henri n'avait pas le mental. Mais je l'ai prouvé que je l'avais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le mental, c'est ce qui fait fonctionner la machine. Tu as un mental positif ou négatif. Alors je ne dis pas que là, je suis très bien, je suis calme, posé. Je ne dis pas qu'il y a des moments où je ne vais pas bien. On a tous des hauts et des bas. On a tous des périodes difficiles aussi qu'il faut affronter. Mais c'est tellement important. Et le mental conditionne tout. Le mental peut déclencher aussi une maladie, un choc psychologique. Le mental vous fait dépasser vos peurs, tout. Le mental, c'est le moteur. C'est lui qui va vous aider à vous sublimer, à vous dépasser, ou aussi à vous effondrer. Donc ça, c'est important, bien sûr. On arrive à la fin de cette deuxième partie. Je vais vous rejoindre. Et on va débriefer un petit peu tout ça. À tout de suite. À tout de suite. Vous avez été très prolixe. Oui. Vous avez dit des choses très, très belles. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur quelques phrases ou quelque chose que vous avez dites. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur la différence, parce que je vous écoutais parler de votre différence en tant que gaucher. Alors certes, c'est une différence parce que dans une classe, un enfant qui n'est pas comme les autres, c'est dur à vivre, même quand c'est uniquement une question de gaucher. Mais la différence, vous la voyez comme un atout, en tout cas en ce qui vous concerne, mais jusqu'à où vous la supportez jusqu'où, la différence? Alors la différence, c'est très important ce que je vais vous dire, la différence, c'est aussi la personnalité. Si vous êtes gaucher et que vous êtes un peu faible, un peu introverti, un petit peu vous avez... Moi, j'ai pas eu trop de problèmes de communication. J'étais plutôt un garçon sympa. On voulait être copain avec Henri, parce qu'Henri, déjà, il faisait beaucoup de bêtises.
Donc j'étais un peu, pas le chef de la classe, mais disons, je n'étais pas non plus le dernier. Donc ça, c'est très important. Lorsqu'on a une différence, lorsqu'on n'est pas comme les autres, parce qu'il n'y a rien de pire, ce que je vous ai expliqué, c'est quand on est gamin, mais on est monstrueux entre nous, quoi. On y va franco, on y va franco, on est dur. Il ne faut pas être différent, jamais être différent. Il ne faut jamais être différent, il faut rentrer dans le moule. Oui, voilà. Justement. Et quand tu es différent, si tu n'as pas de caractère, tu es mort. Tu es mort. C'est-à-dire que tu vas te faire manger par les autres. Et en plus, généralement, il y en a 2 ou 3 ou 4, et puis après le problème, c'est que ça grandit. Après, tu pars au collège, après, tu pars en université, puis on voit ce qui se passe un petit peu, même dans certaines universités ou certains collèges, ce qui peut se passer entre différents enfants, ou différents. C'est terrible. Donc, il faut avoir du caractère. Et si on reste faible, ça devient très compliqué. Une victoire en équipe, et surtout une victoire pour l'équipe de France, ça a un autre goût qu'une victoire en simple? Certainement. Je ne l'ai pas vécu parce que j'ai perdu en finale de Roland-Garros. Mais vous avez gagné d'autres tournois, pas de Grand Chelem, mais... J'ai gagné d'autres tournois. Il est vrai que gagner la Coupe Davis, parce que, comme je vous ai expliqué, j'étais certainement plus dans l'âme, un joueur sur un sport collectif. Et le fait d'avoir gagné cette Coupe Davis, ça a été pour moi exceptionnel. Moi, en préparant cette émission, j'ai revu les photos de cette victoire où vous portiez le saladier d'argent, ce qu'on appelle le saladier d'argent. Ce qui irradie de vous, c'est au-delà de la joie, on sent que vous êtes revenu de l'enfer, quoi. Ah ben, je suis revenu de l'enfer, et de l'enfer. C'était, pour moi, c'était quelque chose de merveilleux, de magique, de féerique. On pourrait faire un film, quoi. C'est extraordinaire. Et de pouvoir le partager en plus avec mes potes, et de pouvoir le donner à la France, 59 ans après, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand on a été au sommet, comme vous l'avez été, quand on a été adoré, starifié, quand on est devenu un modèle pour des générations de jeunes Français, Françaises qui sont tombés amoureux du tennis en tombant amoureux d'Henri Lecomte, comment est-ce qu'on voit la vie d'après? Vous le dites, il y a eu une première vie puis une deuxième vie. Comment est-ce qu'on appréhende, après la gloire, quelque chose de revenir à la normalité? C'est une césure énorme. Comment est-ce que vous conceviez votre vie après le tennis? Est-ce qu'il y a une vie après le tennis? Bien sûr qu'il y a une vie après le tennis, mais moi j'ai eu la chance de pouvoir passer tout de suite de l'autre côté de la barrière. En 96, quand j'ai arrêté ma carrière, je suis passé tout de suite chez France Télévisions en tant que commentateur. Donc ça m'a permis de passer très rapidement et d'être toujours sur le devant de la scène. Ce qui est très difficile quand on arrête, quand on est populaire, connu, d'arrêter son sport, de ne plus rien faire, et dans les 2, 3, 4 mois, votre téléphone ne sonne plus, et c'est ce qu'on appelle la petite mort. La petite mort, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. Pourquoi mon téléphone ne sonne plus? Pourquoi on ne m'invite plus? Alors, oui, on vous invite les 2, 3 premières semaines parce que tout le monde veut vous avoir, parce que vous mettez fin à votre carrière. Donc il faut vous préparer. Moi, j'avais déjà un petit peu préparé. Je m'étais déjà un peu organisé pour rester un peu dans ce système-là, parce que je voulais aussi faire autre chose. Je voulais apprendre. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu la chance de rencontrer là les bonnes personnes, comme les gens chez Eurosport, comme Arnaud Simon, comme Jérôme Papin, qui m'ont tout d'un coup dit on a envie de faire une émission avec toi qui va s'appeler Avantage de compte. Donc voilà, mais après on le travaille. C'est quelque chose qui est très important. Il faut bien s'organiser. Il faut se préparer. Se préparer, parce que c'est pas simple. Et je bondis, je fais un saut énorme, et vous vous préparez à l'après-vie. C'est-à-dire que vous avez pensé à ce qu'il y avait après, vous avez vécu pleinement, de façon vraiment de façon forte. Vous vous dites qu'est-ce qu'il y a après la vie? Vous vous êtes posé la question? Comment on se la pose à peu près tous? Tout le monde se pose la même question. Ouais. Je pense qu'il y a des belles choses après la vie. Je pense qu'on reviendra différemment. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je travaille aussi beaucoup sur le mental, beaucoup sur... je pense qu'il y avait vraiment... Moi, sincèrement, je pense qu'il y a quelque chose. Je pense qu'on a plusieurs vies après. Il y a une vie après la mort. Vous pensez qu'il y a plusieurs vies? Oui. Une forme de réincarnation? Ouais. Vous allez vous réincarner en... En aigle.
en aigle. C'est ce que vous aimez. J'aimerais. Vous parlez beaucoup de je vole, je plane. J'aurais voulu être un aigle, moi. C'est mon animal préféré parce que la vision, il est beau, c'est majestueux. Il domine et dès qu'il voit, bah, voilà. J'ai un peu cette vision-là. Je pense qu'il y a quelque chose après la mort, bien sûr qu'il y a quelque chose. Mais il faut surtout déjà bien profiter de cette vie-là et de pouvoir aussi retransmettre, de pouvoir partager. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. Ouais. Vous êtes président d'un club de tennis, on l'a dit assez rapidement, mais voilà, ça fait partie aussi de cette deuxième vie qui vous semble essentielle, cette notion de transmission. La notion de transmission, retransmettre, partager, c'est très important. J'en étais pas très conscient pour ma première vie. Oui, je partageais, oui, je voulais truc, mais retransmettre, je vivais un peu, entre guillemets, dans mon monde. Parce qu'on a une vision de notre vie qui est différente, parce qu'on est on est égoïste, parce que pour réussir, il faut être égoïste, il n'y a pas de secret, et on pense que ça va durer tout le temps. Mais on le sait très bien que la victoire est éphémère, mais la défaite reste toujours. Donc c'est là qu'on progresse, c'est pour ça qu'on construit. Ma vie aujourd'hui, comme tout le monde, ce qui nous est arrivé de ce confinement de 2 mois, 2 mois et demi, était terrible. Moi, aujourd'hui, je dois faire d'autres choses que je faisais auparavant. On faisait beaucoup d'événements, il n'y a plus d'événements. Donc il faut essayer de trouver d'autres solutions. Il faut se modifier, apprendre, être aussi généreux, parce que c'est aujourd'hui qu'il faut être... Et surtout, arrêter de faire pour tous les autres aussi. Parce que moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup pour tout le monde. Vous êtes très généreux, on sent. Trop. Puis bon, à un moment, c'est bon, il faut arrêter, quoi. Ouais. Faut arrêter, parce que ça ne sert à rien. Surtout à des personnes qui ne vous renvoient pas l'ascenseur. Bon, ça, c'est la vie du passé. Oui. On ne va pas rentrer dans les problèmes personnels. Tout à fait. Mais c'est important de le dire aussi, parce que tout... Savoir dire non, c'est important. Oui, maintenant, je le sais complètement. Savoir dire non. Savoir être lucide et être bienveillant aussi. Ça, c'est important. On a toujours en nous le cœur, à un moment, une petite porte qui s'ouvre pour pouvoir aider les personnes qui sont aussi en difficulté. Vous l'avez dit, moi je suis président de Levallois Sporting Club de tennis, la section tennis. On a 2500 licenciés, on a 1200 gamins. Les enfants, c'est l'avenir. On a 400 baby tennis, des schtroumpfs, des petits schtroumpfs, je les appelle mes schtroumpfs. C'est beau, voilà. Et ça, il faut pouvoir le partager aussi avec tout le monde. Pas simplement avec les gens qu'on a autour de nous. Merci en tout cas, parce que vous avez beaucoup partagé aujourd'hui pour cette émission. Merci pour toutes ces confidences et cette transmission-là. Merci d'avoir témoigné, parce que voilà, c'est de l'ordre du témoignage. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission à l'envie sur notre site ktotv.com. À la semaine prochaine.